Alors, on a eu la chance dans la dernière heure d'entendre en fait quatre des personnes peut-être les plus impliquées. On a beaucoup entendu l'état des choses. On voit bien que de façon même statistique et scientifique, ce que nous offre le développement durable n'arrive même pas à répondre à une sauvegarde de la planète, de ses ressources et de son énergie. Donc, on a quand même entendu quelques solutions, mais moi, le journaliste, je suis resté sur ma faim. J'avais beaucoup lu sur l'économie de proximité, comment retravailler localement à la fois les besoins énergétiques, les besoins de nourriture, etc. Parce que dans tout ça, on a besoin de solutions concrètes. Alors là, la parole est à vous. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, moi, la question, c'est sur la notion d'empreinte écologique avec la notion aussi de décroissance conviviale. Alors, M. Duchesne pose la question suivante. Alors, ces mouvements de décroissance existent depuis environ une quinzaine, vingtaine d'années au maximum, mais quand même, c'est suffisamment de temps pour laisser une certaine empreinte, et il se pose des questions puisque nous, ici en Occident, nous consommons encore toujours, chaque individu, l'équivalent de 5 planètes si on faisait le compte global, et en Afrique, eh bien, c'est beaucoup moins, c'est le quart d'une planète. Alors, pourquoi est-ce que des mouvements comme ceux dont on fait état ici, nos invités, n'arrivent pas encore à donner des résultats? Parce qu'on est toujours dans le capitalisme, et que le capitalisme suppose cette croissance, et que le capitalisme, Marx l'a résumé avec une toute petite formule, AM, A', argent, marchandise, argent un peu plus, que donc il a besoin de produire toujours plus, donc d'utiliser toujours plus de ressources, et de produire toujours plus de déchets, et que tant qu'on n'accepte pas l'idée qu'il faut sortir de cette dynamique, il faut la casser, la briser, on n'en sortira pas. On peut bien essayer de l'aménager, de la rendre moins dévastatrice. Elle le restera pourtant, malgré tout. Qu'est-ce qui aujourd'hui reproduit la société? Est-ce que c'est encore l'individu? Ou si c'est des organisations qui prennent des décisions avec de l'information, pour reprendre le vocabulaire de Michel Frétag. Si la société se reproduit par-dessus nos têtes, comment dire, la conscience ne suffit pas. La conscience individuelle n'est pas organisée comme le travail comme une médiation sociale, mais la conscience, pour l'instant, est privée. Les obstacles sont très grands, disons, et il ne suffit pas juste de conscientiser les gens pour que ça change, si on veut. Il faut changer les institutions. C'est très évident qu'on est minoritaire et que c'est une bataille de tous les jours parce que la société nous force à consommer. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on n'arrivera pas à des changements par des changements individuels seulement. Oui, il faut ces changements-là, et en particulier, il faut ces changements-là pour pouvoir se dégager du temps pour faire autre chose que travailler pour pouvoir consommer, parce que c'est quand même le lot de la majorité des gens, c'est qu'on passe son temps à travailler pour consommer et on consomme, mais il ne reste plus de temps pour réfléchir, il ne reste pas de temps pour s'impliquer dans nos quartiers, etc., pour les changements qu'il y aurait besoin. Et donc, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est vraiment un changement global dont on a besoin. Et tant qu'on n'aura pas ces changements globaux, on n'avancera pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette toutes nos forces pour amener ces changements-là le plus rapidement possible, parce qu'on est à armes tellement inégales. Quand je vous ai dit tout à l'heure de cesser de regarder la télévision, pour moi, la télévision, c'est une propagande à 100%, même entre les annonces, c'est de la propagande pour le maintien d'un système de consommation comme on a actuellement, et on est tous plus ou moins influencés par cette télévision. Qu'on le veuille ou non, ça se peut pas qu'en moyenne, les gens regardent 20 heures de télévision par semaine, ça se peut pas que ça n'ait pas une influence sur les gens. Donc, on fait de nous des consommateurs passifs qui sont contents du système actuel. Et à ce moment-là, ça ne changera pas si on ne s'organise pas pour changer des choses au niveau global. Qu'est-ce que vous pensez d'Internet, puisque les gens ici consomment 10-15 heures
par ce domaine encore plus d'Internet, qui est une façon encore plus d'atomiser l'individu, puisque là, l'individu a le choix de regarder ce qui le passionne. Si c'est un amateur d'auto, il peut passer sa vie dans l'auto. Est-ce que ça, c'est encore pas un autre frein additionnel? C'est bien évident pour moi que l'Internet, c'est encore une fois une illusion. Oui, ça nous aide actuellement pendant un certain temps, tant que ça ne soit pas totalement récupéré par le système, mais ça l'est de plus en plus, d'une part. Et une fois encore, c'est qu'on s'éloigne de la réalité par Internet. Les gens disent « Ah, je connais du monde, j'ai des correspondants en Asie, j'ai des correspondants en Amérique du Sud, puis je leur demande, puis tes voisins, ah, eux autres, je les connais pas. » C'est pas comme ça qu'on fait une communauté. Hein? Une communauté, c'est des gens qui se voient, qui se touchent, qui se chicanent des fois, mais qui travaillent ensemble, qui élaborent ensemble et tout ça. Et à la base, il faut qu'on reconstruise nos communautés si on veut avancer à quelque chose. Oui, si je peux conclure sur une note peut-être un peu plus encourageante, il y a 15 ans, c'était peut-être pas évident qu'on était rendu à la limite de la croissance. Maintenant, c'est de plus en plus évident, comme je vous disais, depuis 15 ans, nos revenus réels n'ont pas augmenté au Québec. Je disais que dans les 26 pays de l'OCDE, je pense 70% des ménages ont vu leur revenu diminuer. Je pense que les gens commencent à réaliser que la croissance ne fonctionne pas pour eux, que c'est une voie sans issue. On voit de plus en plus les impacts de l'épuisement des ressources naturelles, au moins sur le prix des ressources, sur toutes sortes d'instabilité économique. Alors je pense que l'idée quand même arrive à maturité, elle arrive à un point nommé. Bon, elle arrive un peu tard parce qu'on est déjà pris avec les conséquences en partie, mais il y a, à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a quand même une possibilité de mobilisation plus importante. Le statu quo n'a pas le vent en poupe actuellement. Je pense que je voyais les sondages aux États-Unis. Je crois que maintenant, plus de la majorité des Américains veulent sortir du capitalisme. Pour eux, bon, peut-être l'idée de ce qu'il y a après n'est pas très claire, mais il y a une insatisfaction latente avec le système qui est là, sur lequel on peut surfer et construire quelque chose, je pense. Cet homme-là, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Arthur Collin, puis je suis un aventurier de la vie. Je pense que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé ici, c'est qu'on se réfère tout le temps à la croissance. Déjà dans décroissance, il y a croissance. On est tout le temps face à ça, face à la croissance. On réutilise les mots de la croissance avec des chiffres en dollars. On réutilise tout le temps les valeurs de la croissance avec l'individualisme. On se positionne toujours par rapport à ça. Et je crois que c'est extrêmement difficile de sortir de ce cadre de référence et que si l'idée c'est effectivement d'avoir une société qui n'est plus celle du capitalisme, c'est d'arriver à sortir de ce cadre de référence. Mais je vais aussi revenir sur l'organisation ici en disant, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans le même cadre de référence? On a des gens devant nous qui nous parlent, on a juste le droit de leur poser des questions, difficilement d'élaborer nos propres idées. On a une technologie absolument extraordinaire alors qu'on vient de parler pendant au moins une demi-heure de dire que la technologie, on en avait un peu par-dessus la tête. On ne s'en sort pas, on est toujours dans la même chose, dans le même système techno-croissanciste, hiérarchique. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas en sortir un petit peu? Puis j'ai envie de poser ma question, au lieu de la poser aux panélistes, j'en ai plein de poses. J'ai envie de la poser à la foule, pour voir ce que ça donne un peu, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, je voudrais savoir qui d'entre vous a une activité principale qui s'inscrit dans la décroissance. Je vais répondre, moi je ne lève pas la main. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une activité principale qui fait partie de la décroissance, qui s'inscrirait dans la décroissance? Ok, deuxième question. Qui en vit de cette activité? Qui vit de cette activité qui s'inscrit dans la décroissance? En vivre. En vivre, qui se nourrit avec, qui arrive à en vivre, somme toute. Moitié-moitié. Hein. Vous voyez, donc déjà c'est difficile. Par contre, si je vais poser une autre question, c'est qui dans cette salle fait le constat que le capitalisme, c'est la cause un peu de tous nos maux? Déjà, c'est bien. Une autre question, qui dans cette salle fait le constat que le système démocratique, je ne parle pas des partis politiques comme a fait mention Serge Mongeau, je parle vraiment du système démocratique, des votes, tout ça, est-ce que fait le constat
que ce système n'est juste que la caution et le support du capitalisme. Ok, ça me plaît aussi, personnellement. Est-ce qu'on n'en est pas à un moment où il faut carrément passer à autre chose, définir notre système de valeurs? On a parlé d'égalité avec Yves-Marie, on a parlé de liberté, de partage, de stopper le productivisme, d'institutions démocratiques à remettre en cause. Est-ce qu'on n'en est pas à un point, non pas de rompre en douceur, comme le disait aussi Yves-Marie, ou de transition vers autre chose, mais à un point critique, révolutionnaire? Est-ce qu'on veut que ce soit nous qui fassions la révolution avec nos valeurs, ou est-ce qu'on veut que ce soit le climat qui fasse la révolution, et ça va être terrible? Alors peut-être cette question en suspens, peut-être cette fois-ci les panélistes pourront y répondre. Merci. Ben, effectivement, quand on remarque les propositions des objecteurs de croissance, on remarque qu'il y a toujours une partie qu'on pourrait mettre en place immédiatement, ici et maintenant, dans notre système capitaliste. Mais il y en a une autre partie que, si on ne fait pas la révolution, on ne pourra pas mettre ces mesures en place, là. Comme l'abolition de la propriété privée, par exemple. Donc moi, en tout cas, personnellement, je pense que si on veut s'en sortir, il faudrait que ça soit un petit peu plus rapide, parce que si on s'adapte tranquillement, ça fait un peu comme le type là, que les médecins ont découvert qu'il n'y avait plus de cerveau pendant tout, il y avait juste de l'eau, ben, il y avait plus de cerveau, mais sur le bord de la boîte crânienne, vu que ça s'est fait très lentement, un petit peu d'eau de temps en temps, ben, il s'est rendu compte de rien, puis il était parfaitement en bonne santé. Mais tout d'un coup, il serait mort, sans doute. Donc, l'idée, c'est de faire tout d'un coup, avant, comment dire, de créer la crise économique avant la crise écologique. Je pense que ça doit être clair aux yeux de tout le monde que la révolution dont on a besoin, c'est pas une révolution avec des armes. Les armes, les gouvernements les contrôlent beaucoup plus et on ne réussira jamais à en avoir autant. Puis de toute façon, les révolutions qui ont été faites avec les armes n'ont pas toujours donné les résultats qu'on voulait. Mais en même temps, c'est clair que ça prend des changements radicaux et qu'à ce moment-là, et que c'est urgent de les faire, et que ça prend des changements qui viennent de la base aussi. Hein? Il ne s'agit pas, je dis souvent avec Québec solidaire, par exemple, quand même que si Québec solidaire prenait le pouvoir demain, bien, la plupart des mesures que Québec solidaire préconise, la population telle qu'elle est actuellement ne serait pas prête à les accepter. Il faut que les changements viennent de la base, par en bas, et qu'à un moment donné, on ait des partis qui véritablement représentent la base et non à ce moment-là qui gagne une élection parce qu'il y a bien du monde qui n'a pas voté, parce que finalement, etc., et que c'est quelques idées qui n'ont pas. Non, les changements, ils doivent venir de la base et ils doivent monter par en haut et non l'inverse, attendre qu'un gouvernement éclairé prenne le pouvoir et à ce moment-là décide de dire quel type de société. Ça serait du techno-fascisme à ce moment-là, il me semble. Sous question, on semble, le Québec, Arcan nous l'a démontré il y a 30 ans, vit dans le confort et l'indifférence. Comment briser le confort et l'indifférence au Québec pour aller de l'avant vers un projet comme le vôtre? C'est la raison d'être du mouvement de la décroissance, de balancer dans le débat public un mot provocateur comme celui-là. Bon, après, il est plus ou moins efficace. On constate, après plusieurs années, qu'effectivement, il n'a pas suffi à bousculer ce monde. Beaucoup de gens dans la décroissance pensent que parient sur la pédagogie des catastrophes, sur le fait que quand les catastrophes vont devenir de plus en plus pénibles à vivre, ça va forcément bousculer ce confort et cette indifférence. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on s'anime comme ça quand même? Pourquoi Louis s'excite? Parce qu'on pense qu'il vaut mieux pas attendre que les catastrophes s'aggravent, parce que ça va être bien pénible. Donc, le mouvement de la décroissance, il repose sur une espèce de présupposé un peu fou, que effectivement, ce serait possible encore aujourd'hui d'arriver à faire bifurquer nos sociétés, en fait, et notre civilisation qui est d'ampleur mondiale avant tout ça. Mais donc, et avec l'idée que tout ce qu'on aura fait ne sera pas perdu et nous préparera
de fait à, comme dit Louis, la montée des eaux et ses conséquences qui sont d'ores et déjà prévisibles. La vraie difficulté actuellement, c'est qu'on a beaucoup de facilité à imaginer la fin du monde. C'est au cinéma, partout, continuellement. Mais on est absolument incapable d'imaginer la fin du capitalisme comme société. Il n'y a aucun film sur la fin du capitalisme. Ça ne courra pas dans les salles pour ça. Et c'est le vrai problème, en fait. Pour qu'on veuille quelque chose et qu'on s'applique à créer quelque chose, il faut qu'on ait une idée de où est-ce qu'on veut s'en aller et d'une idée comme quoi c'est possible. Et bon, c'est un long travail de sape. Mais c'est ce qu'on fait, effectivement. Dans Décroissance, on parle beaucoup de la décolonisation de l'imaginaire. Notre vision du monde, notre vision de l'avenir est entièrement accaparée par des visions capitalistes. Et il faut se raconter des histoires, des récits, des possibles qui nous éloignent de ça. Et à partir de là, ça ne va pas devenir une abstraction de créer un autre monde, mais quelque chose, un projet plus concret et plus emballant, enfin, auquel on peut s'identifier. Voilà. Ça amène une sous-question selon moi. Est-ce que vous pensez que parler trop d'effondrement, comme certains soutiennent, ça peut faire peur aux gens et bloquer les actions parce que les gens vont avoir peur et qu'ils vont dire, puisqu'il va y avoir un effondrement d'ici 100, 50 ans, même avant, autant je consomme puisque je ne peux rien faire, ou alors est-ce que ça peut aider à réveiller les consciences? Deuxièmement, c'est juste une remarque, je pense aussi qu'on entend souvent dans certaines ONG, je travaille pour la Fondation des Jésus-Christ, c'est en train de changer un peu, mais il y a quand même un discours qui manque d'humilité, à mon avis, autant chez les gens impliqués et non impliqués. Et je pense que la question de la décroissance implique aussi une prise de conscience de l'humilité qu'on doit avoir face à la nature, face à la biosphère. Et c'est une question qui est très peu traitée, donc j'aimerais vous entendre sur la nécessité d'humilité vis-à-vis de la biosphère, vis-à-vis de l'âge de la Terre. Il y a très peu de connaissances scientifiques souvent chez les gens qui prônent le développement durable, où il y a le fameux « faut sauver la planète ». Non, la planète peut sauver elle-même, il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin de nous. Donc Jérémy, qui fait partie de l'organisation, oui, effectivement. On parle beaucoup, est-ce qu'on parle trop de l'effondrement? Est-ce que l'on fait peur? Est-ce que c'est constructif? Ça sert à quoi? Et également, le manque d'humilité que nous avons, nous, les humains, face à la planète. Est-ce qu'il n'y a pas là source de recherche et d'éducation à faire, de changement de mentalité? On entend les deux points de vue là-dessus. Ceux qui disent que effectivement, en faisant peur au monde, on les démobilise. Ceux qui disent que les gens ne sont pas mobilisés parce qu'ils n'ont pas encore pas assez peur. Je trouve pour ma part que les grandes ONG ont souvent un discours trop rassurant et qui ont été souvent démobilisatrices ces dernières années. Il ne s'agit pas de terrifier tout le monde, mais donner un petit sentiment d'urgence, ce serait pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup de discours d'ONG qui se sont emparés de la croissance verte, des choses comme ça, et qui tendent à pas. Beaucoup de gens dans la société sont convaincus que finalement la transition énergétique s'en vient, nos problèmes sont réglés, le CO2 était notre seul problème, donc avec les panneaux solaires, voilà, ça va aller, puis on a évité tous les problèmes pour l'avenir. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Le catastrophisme peut faire partie d'une pédagogie, mais il y a des dérives aussi. Je commence souvent mes conférences en disant que je ne suis pas un témoin de Jéhovah pour annoncer la fin du monde, mais je pense qu'il faut qu'on soit réaliste et qu'on regarde les choses en face. Okay? Et d'être réaliste, mais c'est pas d'être pessimiste, c'est de dire voici ce qui s'en vient et c'est très clair et les preuves sont là qu'effectivement il y a des catastrophes qui vont arriver. Mais à ce moment-là, il y a un discours qu'on peut... le discours, on peut... C'est clair qu'on ne s'en va pas vers la possibilité d'empêcher ces catastrophes. Mais toute préparation qu'on fait dans ce sens-là va nous aider à mieux traverser les catastrophes. C'est ça. Si on a créé des communautés qui sont capables de s'assister mutuellement, de s'aider, moi je pense que la survie dans la catastrophe, ça ne sera pas... Il ne s'agit pas de devenir des survivalistes qui vont s'acheter des carabines, qui vont commencer à s'acheter des bouteilles d'eau et à se faire des provisions pour se préparer à ce qui s'en vient. C'est pas comme ça qu'on va résister, mais c'est à ce moment-là, en créant des communautés et en commençant à justement, au plan des technologies, d'être moins dépendants de nos grosses technologies et donc d'être capable de faire nous autres mêmes nos choses
commencer à cultiver. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose de très important, etc. Donc, oui, il faut dire la vérité, puis en même temps dire, ben, il y a intérêt à déjà commencer à se préparer à ça. Et cette préparation, finalement, c'est s'en aller vers le type de société qu'on voudrait avoir, parce que c'est ça qu'on va avoir besoin dans la catastrophe, des gens qui s'entraident mutuellement, s'entraident tous mutuellement, et non pas seulement ceux qui ont de l'argent qui vont s'en tirer. C'est pas comme ça qu'il va falloir qu'on traverse cette période-là. Moi, je dirais que la question touche en fait les capacités morales de l'être humain. Et le problème, c'est que c'est comme plus facile d'espérer que de se préparer au pire. Il faut arrêter de penser qu'on construit des machines pour exploiter les ressources. C'est au contraire parce qu'il existe des machines qu'on voit la nature comme une ressource. Et ça, effectivement, c'est une décolonisation de l'imaginaire qu'il s'agit. Il faut critiquer tout ce qui est géo-ingénierie, tout ce qui s'imagine. Il y a un bon livre que je vous conseille sur ce sujet, Frédéric Néral, La part inconstructible de la Terre, où il propose une nouvelle écologie politique qui met un peu dos à dos à la fois l'écologie profonde et à la fois le géo-ingénierisme, en montrant que le problème de ces philosophies-là, c'est que tout est dans tout, puis il n'y a plus de moyen de rien distinguer. Non, c'est ça, je suis d'accord qu'on manque d'humilité, là. Allô, Marion, je fais partie aussi du comité de croissance. J'ai une question, on parle toujours des voitures, on prend toujours les mêmes exemples pour parler de l'utilisation des ressources. Il y a un exemple que j'entends trop peu, je trouve, dans le débat des croissancistes et aussi avec l'écologie, c'est l'élevage. Je suis toujours étonnée qu'on ne parle pas de l'utilisation des ressources par l'élevage, qui sont énormes, que ce soit en termes d'eau, de terre, d'espace, etc. Et aussi par rapport au réchauffement climatique. Et l'autre question aussi, c'est la décroissance. On parle de justice entre les êtres humains et les êtres non humains, donc il y a le volet aussi éthique. Pourquoi, moi, être humain, j'aurais la suprématie par rapport aux animaux? Pourquoi je les exploiterais? Pourquoi je me nourrirais avec eux alors que j'ai la possibilité de me nourrir autrement? Donc ma question, c'est est-ce que la solution n'est pas aussi un peu dans notre assiette? Très clairement, dans la décroissance à la française, la question de la justice animale est absente, en fait. Donc, moi, c'est grâce à Andrea qui est là que j'ai commencé à découvrir cette problématique. Elle me paraît incontournable. Donc oui, c'est pour ça que je l'ai quand même évoqué. Et l'injustice est double, parce que c'est à la fois vis-à-vis de la vie sauvage, des animaux sauvages, et d'un côté, donc, on détruit des animaux sauvages, de l'autre, on surproduit des animaux domestiques à qui effectivement, on inflige des conditions d'existence qui sont abominables, avec des effets par ailleurs écologiques qui sont aussi tout à fait dramatiques. Donc oui, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut absolument mettre de l'avant. Pour moi, c'est un des intérêts du dialogue, notamment peut-être avec plus des anglo-saxons qui sont plus sensibilisés à la question de la justice animale que des latins, à mon avis. Mais c'est une des choses à faire avancer. Ma question, c'est si bien même j'arrête de consommer, j'ai pas de voiture, pas de TV, qui est-ce que je vais convaincre par-dessus les millions de personnes qui passent leur dimanche dans les centres d'achat d'arrêter de fréquenter les centres d'achat? Ma question, elle est-ce que l'importance ici, c'est que nous discutions entre nous de ce que nous pensions et des grandes idées, ou est-ce que nous discutions comment on va changer la constitution de tous ces Québécois, de tous ces Français, de tous ces Américains qui n'ont pas d'autre horizon que le centre d'achat, qui n'attendent la fin de semaine où ils sortent de leur travail pour aller au centre d'achat? Comment nous rejoignons ces joints-là, ces gens-là? C'est ça ma question. J'espère avoir une réponse. Bon, je vais répéter, Madame Marie-Jeanne nous pose la question encore sur le confort et l'indifférence. C'est bien simple d'agir seul individuellement, mais comment, globalement, allons-nous cesser ces comportements? Malheureusement, vous allez repartir déçus encore. Parce que moi, je suis dans la simplicité volontaire depuis longtemps, dans le mouvement qu'on a fondé en 98, je pense.
Et oui, on essaie de convaincre les gens d'adopter la simplicité volontaire, mais c'est très difficile. On n'a pas trouvé de formule. Et je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, on est tellement à armes inégales. Parce que c'est pas nous, on nous invite rarement à la télévision, à la radio. C'est pas nous qui contrôlons les communications. Et c'est très clair qu'à ce moment-là, le message de toutes les communications actuellement, c'est d'aller dans le sens de la consommation. Mais comment renverser ça? Je ne sais pas, puis peut-être je vous invite à faire partie du mouvement et à venir réfléchir avec nous. Isabelle Larocque, Oui. En tant que citoyenne, nos nouveaux politiciens, nos nouveaux gourous, c'est souvent les célébrités. On regarde Leonardo DiCaprio qui devient une vedette de l'environnement, Julia Roberts, tout d'un coup on rejoint les gens. Fait que moi actuellement c'est la seule façon que je vais te rejoindre tout le monde malheureusement. Par rapport au catastrophisme, est-ce que c'est une bonne approche ou pas? Dans le changement des habitudes, ce qu'on enseigne, la chose qui fonctionne le plus, c'est l'approche motivationnelle. Moi je suis médecin de famille, quand on veut aider des gens à faire des changements de leur vie, le catastrophisme ne fonctionne jamais, n'a jamais fonctionné. Pour arrêter quoi que ce soit de négatif. Il faut que les gens puissent découvrir un avantage qui est personnel, positif et émotif pour arriver à faire un changement. Et donc, il faut arriver à amener le discours à ce niveau-là. Donc, l'idée d'avoir une vision de qu'est-ce que ça peut être le post-capitalisme et de le rendre émotif et auquel on peut s'identifier est fondamental pour amener les gens dans un changement personnel parce qu'ils doivent pouvoir s'identifier et que ça vibre. Si c'est rationnel, ça ne fonctionne pas. Comment on fait bouger le politique? Parce qu'on est tous des convaincus, la majorité ici, mais c'est très, 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 très difficile de faire bouger le politique. Les structures en place sont tellement solides. Comment vous voyez, comment les gens peuvent commencer aujourd'hui à faire des actions par où qui puissent avoir un impact au-delà du personnel? Donc, Dr. Isabelle Larocque, est-ce qu'on peut, vous avez parlé tantôt, M. Mongeau, du politique, est-ce qu'il y a des stratégies possibles pour infiltrer le politique? Elle parlait du cheval de Troie tantôt, là, de prendre des personnalités pour tenter de faire passer le message. Est-ce que par le politique également, on peut tenter d'infiltrer l'establishment pour tenter de promouvoir cette approche de décroissance? Est-ce que quelqu'un parmi les quatre aurait une bonne réponse? Allez-y pour vous. Je dirais que premièrement, il ne faudrait peut-être pas surestimer la raison, l'argument rationnel. C'est sûr que personne n'a jamais réussi à convaincre personne avec des arguments rationnels. Même si... Vous êtes je dirais que la question, c'est pas de façon de convaincre, parce qu'on pourrait convaincre tout le monde, mais prenez par exemple le cas du Brexit là, en Angleterre. Les gens ont voté pour la sortie, mais pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on n'a plus un monde commun. Donc, si on n'a plus un monde commun, on ne vit plus dans le même monde. Donc, à ce moment-là, convaincre les autres, ça ne signifie plus rien. Et ça rejoint l'impact d'Internet, de la fragmentation, mais l'accélération de la fragmentation et la polarisation dans des centaines de sous-cellules d'idéologie et de pensée. L'action sociale vient de tous les sous-systèmes qui nous en demandent de plus en plus, l'éducation, la famille, etc. Tous les sous-systèmes augmentent le besoin d'investissement des humains dedans. Madame Juste une petite remarque, oui. parce qu'il en remet une couche sur le côté impasse. Je pense qu'une des choses qu'on peut faire sur le plan politique, c'est quand même sur le plan municipal qu'on peut faire des choses. On voit qu'aujourd'hui, les choses les plus intéressantes dans le monde se font à l'échelle des municipalités, certaines très grosses. Je pense que Barcelone est un bel exemple. Donc c'est probablement un échelon intéressant où il faut s'investir. Jonathan Durand-Folco, ici au Québec, réfléchit pas mal là-dessus, il a des bonnes idées. Donc je pense que ça fait partie des pistes quand même. C'est plus un commentaire en fait, parce que c'est le sujet de la décolonisation de l'imaginaire qui m'intéresse beaucoup. Et pour reprendre ce qu'a dit Madame, qu'on devait parfois vibrer pour sentir les choses, j'ai l'impression qu'on est tourné quand même pas mal autour de... On n'a pas vraiment parlé des artistes qui peuvent participer justement au mouvement décroissance pour permettre de faire sentir dans le corps ce que c'est que justement cette haute façon de vivre.
réflexion sur qu'est-ce qui se discute entre justement la décroissance, la politique et les artistes qui sont là pour faire les choses avec vous. Alors, Johanna, une citoyenne, demande, est-ce que les artistes ne peuvent pas également travailler dans le sens de cette décroissance conviviale-là en relayant un message avec une tonalité, un ton plus dans le monde des émotions, donc avec beaucoup plus de vibrations. J'ai participé l'automne passé à une conférence internationale qui réunissait très peu de gens, mais c'était une conférence d'artistes qui s'intéressait sur le rôle de l'artiste dans un contexte d'effondrement et de décroissance. Alors, on abordait des questions comme si on avait été un artiste romain en l'an 400, qu'est-ce qu'on aurait envoyé comme message à l'humanité en sachant que leur univers allait s'effondrer ou changer complètement. Donc, il y a des artistes qui s'intéressent à la question. Il y en avait un tout à l'heure, un des participants qui était là, pas là, monsieur à casquette là-bas, est un artiste qui s'intéresse à ces questions-là et qui a une recherche sur ces choses-là. Et vous auriez peut-être intérêt à vous parler. C'est que moi, je suis pris dans le même problème que M. Mongeau, probablement. Mais ça fait 30 ans que j'ai comme discours de limiter la production d'objets en art pour augmenter la production de sens dans la société. Et j'ai toujours été confronté par rapport à la surproduction des artistes aussi. Et la non-médiatisation aussi de cette production-là. Donc, et ce que j'ai constaté dans notre colloque qu'on a organisé, en fait, c'est que c'est génial qu'on se rencontre tous ensemble. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'est pas assez, le problème, c'est qu'on n'est pas assez, nous tous, qui sommes conscients, on n'est pas assez contagieux. Alors, il faut être de plus en plus contagieux. Parfait. Merci beaucoup du commentaire. Alors, pour la contagion... Pardon, je suis Didier. Un commentaire, une question. Le premier commentaire, c'est qu'effectivement, pour avoir eu l'occasion et la chance de travailler auprès d'Yves-Marie Abraham, le discours sur la décroissance a pu être porté l'été dernier jusqu'au Conseil économique et social à l'ONU. Parmi les 3200 ONG membres du Conseil économique et social, le discours présenté par l'ONG que je représente a été retenu et présenté en high-level segment. Donc tout ça pour dire qu'entre tous, on peut avoir des démarches et des initiatives individuelles, on peut avoir des démarches et initiatives collectives, et quand on les a en plus de façon super étatique, eh bien sachez que ça s'est fait, que ça existe, et que les hauts fonctionnaires de l'ONU s'intéressent à la décroissance pour en formuler des recommandations auprès des gouvernants de ce monde. Ce qui ne veut pas dire que les gouvernants de ce monde les suivent. Fin du commentaire. Et la question. La question. Il a été évoqué les communs. Je voulais savoir comment est-ce que nos 4 grands penseurs aujourd'hui arriment justement les communs au principe et au fondement de la décroissance, que sont effectivement produire moins, partager plus et décider vraiment. Peut-être serait-ce là une voie pour décoloniser l'imaginaire et donc avoir une décroissance choisie et non subie. J'aimerais les entendre. Alors, Didier nous dit qu'on peut se rendre jusqu'aux Nations Unies avec ce discours. Là, vous avez comme 3 principes fondamentaux. Est-ce qu'on peut les utiliser pour se rendre jusque-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Sur les communs, oui, je pense qu'une des vertus de cette thématique aujourd'hui, c'est qu'elle rassemble large, en fait, et qu'elle offre une voie de sortie de l'alternative dans laquelle on est coincé depuis pratiquement 2 siècles, propriété privée, propriété d'État, donc soit l'un soit l'autre. Là, les communs, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un autre rapport au monde. Donc oui, au moins sur un plan théorique, c'est vraiment très très intéressant. Sur un plan pratique, il y a en fait déjà beaucoup de communs qui existent. La question, c'est toujours la même, c'est comment arriver à un niveau, à une masse critique qui va effectivement faire basculer les choses. Là, c'est clair qu'il y a un moment où ces communs vont poser des problèmes aux capitalistes, pour être encore caricatural, et que ces capitalistes vont faire ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour soit en tirer parti, pour les supprimer, etc. Donc il y a un rapport de force qui est d'ores et déjà là, donc qui est très, très déséquilibré, et qui ne va faire que s'aggraver à fur et à mesure que ça va se développer, mais c'est une piste très intéressante. Ça pose quand même aussi pas mal de questions qui à mon avis restent un peu dans l'ombre de ce que j'ai lu en tout cas sur les communs. Notamment se pose la question de savoir qui participe aux communs, qui a le droit de participer aux communs, qui est membre de certains communs. Alors se pose la question notamment des animaux. Donc chez beaucoup en tout cas les auteurs plutôt européens que je lis, se foutent complètement de la question des animaux. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que beaucoup d'auteurs
ne remettent pas en question, par exemple, le salariat. Donc on reste dans une logique qui reste un peu celle de l'économie coopérative, par exemple. On a parié sur la coopérative pour transformer le monde. Ça n'a rien transformé. La coopérative sert de béquille bien souvent à notre monde pour qu'il se reproduise. J'ai peur qu'avec les communs, on ait un peu le même genre de problème. Donc la question de l'exclusion des communs, puis la question de leur rôle effectif dans le système, si on ne remet pas en question la structure de base, la structure sociale de base qu'est le salariat, et les machines aussi, hein, et la question des machines. Question qu'on ne voit pas trop. Voilà. Incroyable, voilà plus d'1 heure que l'on pose des questions. Ça a passé comme un coup de vent. Je vais prendre une dernière question provenant d'une femme. Je vais laisser la parole à une dame, puisque les dames n'ont pas été à l'honneur ici. J'aimerais qu'elles le soient dans la salle. Vous, allez-y, madame, votre nom? Oui, vous. André Lévy. Un tout petit commentaire sur ce que je perçois comme une très grande lacune. Je pense que c'est archi important de décoloniser l'imaginaire. C'est aussi très important de décoloniser notre société. Il y a des peuples ici, sur le territoire qu'on nomme Canada, Québec, qui, eux, luttent pour un monde différent, qui, eux, luttent contre l'extractivisme. Il faut arriver à solidariser avec eux, à s'allier nos luttes. Et comme ça, on risque d'avoir un plus grand impact. C'est une question que je pose continuellement. Ça vient, comment allier nos luttes? Comment, j'étais dans un atelier aujourd'hui sur l'écosocialisme, un autre sur les droits de la nature, maintenant sur la décroissance. On est tous dans nos silos. Et comment allier nos luttes? Voilà, donc Andrea Lévy pose la dernière question, qui est peut-être une bonne question de conclusion de cette conférence. Vous êtes seul, mais en fait, vous n'êtes pas seul, il y en a d'autres. Comment allier les forces vives? Est-ce que ça est un possible pour la décroissance? Ben, écoutez, il y a un commencement. Là. On voit que les peuples autochtones s'impliquent de plus en plus dans les luttes pour l'environnement actuellement. Et je pense qu'à cette occasion-là, il y a un rapprochement qui est en train de se faire entre autochtones et non autochtones. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on continue à travailler. Je pense que ils ont aussi beaucoup à nous apporter dans leur façon de lutter et dans leur façon de faire de la désobéissance civile en particulier. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des peuples autochtones. Et oui, la collaboration s'établit et il faut qu'elle continue, c'est clair. Il ne s'agit pas de changer de société pour une minorité, mais de changer. C'est pour ça qu'un des principes de la convivialité, c'est certainement la justice sociale, et c'est qu'on travaille pour tout le monde et non juste pour, à ce moment-là, une petite partie de la population. Alors, c'est sur ce message d'espoir, M. Mongeau, merci beaucoup, qu'on va mettre un terme. On a déjà dépassé notre temps utile. J'aimerais conclure en disant que moi, le journaliste qui voit ça aller de l'extérieur, c'est un mouvement qui devra s'imposer si le mouvement veut véritablement avancer. Et on a parlé de nombreuses pistes, alors c'est à chaque individu, je crois, à l'intérieur de ce mouvement-là, d'alimenter le mouvement pour tenter d'arriver à des solutions. C'est probablement le sujet le plus central et le plus complexe, c'est notre survie sur la planète et comment nous voulons léguer à nos enfants une planète saine et une planète qui a tous les moyens de poursuivre l'humanité pour encore très longtemps. J'aimerais d'abord que l'on donne une bonne main d'applaudissements à nos 4 panélistes. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier les organisateurs. J'aimerais remercier Sarah Kakoub, qui est au fond là-bas, et Marion Munoz. Merci beaucoup, et toute l'équipe. Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. C'est tout un plaisir de vous entendre, et bonne continuation. Merci, au revoir. Petit rappel, demain au Café de Berlin à 10h du matin, on continue les questions qui ont
on n'a pas eu le temps de poser ici. On serait vraiment ravis de discuter sur les nouveaux sujets. Puis l'idée, c'est aussi éventuellement de créer un collectif sur la décroissance conviviale au Québec et éventuellement faire des ponts avec Barcelone, d'autres pays. Au Québec, ben oui, au Québec, on est au Québec.